faire naître des émotions dans un jeu vidéo? Donc on repart sur les émotions. Disons que c'est un peu, Log Magazine, c'est sur le thème des émotions de ce voilà, donc faut peut-être à un moment donné qu'on ait des émotions. Ça. Dans cet article, nous parlerons de l'importance du lien émotionnel entre joueurs et trois composantes, jeu, histoire et personnage. Par la suite, il vous sera présenté quelques jeux vidéo pouvant susciter des émotions toutes plus différentes les unes que les autres, ainsi que les divers procédés employés pour les former. À vos manettes. Les jeux vidéo sont utilisés dans différents domaines à différentes fins. Divertissement, expérience, découverte, etc. Mais qu'en est-il des jeux vidéo faisant naître des émotions chez nous, joueurs? Colère, solitude, peur, surprise, empathie? Quels sont les procédés utilisés pour rendre ces jeux plus vivants, plus attachants? Chaque aspect d'un jeu vidéo a son importance. Par exemple, la structure et la cohérence du récit est très importante. Même si l'histoire se déroule dans un univers totalement fictif, il doit rester le plus cohérent avec lui-même, afin de démontrer, dans un premier temps, sa crédibilité, et par la suite, de faire adhérer et immerger le joueur au récit, si c'est l'effet recherché, évidemment. Beaucoup moins le cas dans un Super Mario Bros, bien sûr. Mais encore, l'aspect sonore, le sifflement du vent, une musique qui semble insuffler l'âme du jeu, de par sa composition ou sa mélodie. Tous ces éléments sonores aident très certainement à immerger le joueur, dans un ailleurs, se réfugier de temps à autre. L'ouïe est une composante essentielle de notre spectre perspectif. Un film d'horreur avec une musique rigolote à la place de la bande-son originale change radicalement notre perception. Cependant, il ne faudrait pas négliger l'aspect visuel, qui est si ce n'est le plus important pour nous, humains occidentaux. Aussi, ce qui s'affiche devant nos yeux a une importance cruciale. Il doit rester cohérent avec tout le reste, récit, musique, son, background du jeu, et être attrayant en fonction de la cible visée. Que l'aspect visuel s'appuie sur des références visuelles connues de la cible. Et oui, trop d'originalité et il faut attendre quelques siècles pour que les œuvres parlent au grand public, typiquement l'art abstrait à notre époque ou l'impressionnisme à l'époque de Van Gogh. Assez de théorie, intéressons-nous maintenant à la pratique, à ces jeux vidéo qui, je trouve, développent des émotions fortes chez le joueur. Cas avec mon expérience personnelle de joueur. Minecraft. Premièrement, aussi saugrenu que cela puisse paraître, ne vous est-il jamais arrivé de vous perdre dans l'immensité d'un paysage à perte de vue? Peut-être que ces musiques de l'enfance sont en train de se jouer en arrière-plan. Un sentiment de nostalgie nous envahit, accompagné d'une fine pointe de quiétude. Une tranquillité peut-être un peu trop présente. Tous ces étranges cubes qui peuvent vous donner des vertiges, à quoi bon? Il n'y a aucun but, il n'y en a jamais eu. Peut-être qu'au travers de vos objectifs personnels que vous vous inventerez, trouverez un brin de motivation. Quelques similitudes avec notre monde bien réel, lui, peuvent transparaître au travers de ces questions. C'est effectivement dans le fameux Minecraft, jeu de notre génération, qui peut vous arriver si vous sortez des sentiers battus, perdre dans cette balade mentale. C'est dans ce désordre que naît ce simulacre d'ordre, de beauté parfois, vous laissant impassible sur une montagne, observant l'horizon dans un univers de non-sens. Rien n'empêche que vous vous sentez seul au monde. L'êtes-vous peut-être? Vous rappelant sans doute que vous n'êtes jamais que la seule personne à être vous-même, le seul à savoir ce que cela vous fait. En tout cas, c'est cette émotion enfouie sur laquelle nous ne pouvons pas toujours mettre des mots dessus. Et Minecraft pourrait, vous aussi, vous aider à explorer. Un Minecraft sans fioriture, perdu au milieu de nulle part. Ensuite, on a What Remains of Edith Finch. Ensuite, vous êtes peut-être passé à côté de What Remains of Edith Finch, sorti en avril 2017. Un walking simulator. D'ailleurs, Mathieu, est-ce que tu peux vite fait mettre la définition du walking simulator? Eh bien, un walking simulator est un type de jeu dont la structure réside dans le récit et la découverte d'un environnement. Le joueur est le spectateur actif du récit qu'on lui suggère. Ce procédé aide à l'immersion dans un récit. C'est approximativement la mise en forme d'un livre en jeu vidéo. Un walking simulator donc, où le joueur suit les traces de Edith Finch à travers son journal intime, afin d'élucider la malédiction que subit la famille Finch. Chaque génération, tous les membres de la famille meurent, sauf un enfant nouvellement né qui perpétuera l'existence de la famille. Vous incarnez un personnage anonyme lisant le journal laissé par Edith Finch. Un par un, nous explorons les souvenirs de chaque membre de la famille afin d'expliquer la mort de chacun, à travers des flashbacks narrés par Edith Finch. Cependant, bien que le jeu mérite d'être étudié dans toute son intégralité, je voudrais me pencher sur le cas de Louis Finch, qui,
comme nous le savons dès le départ, va finir par mourir. La question à résoudre est pourquoi et comment. Louis Finch est un homme très inventif qui fuit sa vie morne grâce à diverses addictions, drogue, alcool, etc. En effet, il travaille dans une usine de conserverie où il écume des saumons à la chaîne. Pourtant, avec l'aide de sa psychiatre, il suit une thérapie pour vaincre ses addictions. Mais plus Louis est sevré, plus il fuit la réalité avec son imagination, devenant totalement apathique. Il finit par totalement dissocier Louis de son imagination, où il est le roi, littéralement, du Louis qui travaille machinalement à l'usine. La conception relève du génie. Pour retranscrire la monotonie du travail de Louis, le joueur doit écumer des saumons, par le biais de sa souris, un par un, arrivant devant lui, un geste qui va rapidement devenir machinal et automatique. Et petit à petit, un cadre à gauche apparaît, représentant l'imagination de Louis. Le joueur va donc continuer son travail, tandis qu'il va explorer son imagination avec son clavier. Dans un premier temps, ce cadre restera minime, terne, avec des couleurs simples, en vue top-down, jouant à l'intérieur d'un labyrinthe. Progressivement, ce cadre va prendre de plus en plus de place. Il va devenir plus coloré, plus pétillant. La perspective va passer à une 3D simpliste, puis de plus en plus avancée, jusqu'à une vue en FPS remplaçant la vue des yeux du vrai Louis. Le son de la lame décapitant les saumons va se mêler à des petites mélodies imaginées par Louis. Au travers de la narration d'Edith, nous comprenons que sa thérapeute pensait que c'est une bonne chose, l'encourageant à continuer sur cette voie-là. Son patron étant plus que satisfait de l'efficacité de Louis. Louis pouvant enfin supporter la monotonie de la vie, sans souffrir d'addiction, enfin à tout du moins. Pourtant, le cadre va continuer de prendre de la place, d'être toujours de plus en plus réaliste, les deux finissant par se confondre, les poissons et la main sont toujours visibles, par-dessus le canvas de son imagination, qui prend désormais quasiment tout l'écran. Louis semble, peu à peu, être pris de démence. D'être qu'au même titre que Louis, le joueur ne sait pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et si c'est un échappatoire acceptable pour sa vie vraisemblablement morne, ou si c'est un délire psychotique. Puis la compassion peut finir par nous envahir, et quand nous nous souvenons que dans tous les cas, à toute fin, il finira probablement par mourir, et peut-être que malgré sa mort pittoresque, capité par l'écumeuse, pensant se faire introniser, a-t-il pu être heureux à ce moment-là? La conception reste intéressante car elle entrelace deux univers, les deux coexistants, s'imbriquant l'un dans l'autre. Le joueur incarne Louis, ressent son mal-être, le terne opposé au vif, le froid au chaud, etc. Il s'identifie à lui, finalement, geste répétitif de la souris pour continuer son emploi dans le monde réel, faire avancer le jeu. Ensuite, The Walking Dead. Finalement, j'aimerais aborder un dernier jeu, un jeu vidéo qui vous pousse à vous réincarner en tant qu'acteur du récit. Chaque petit choix, chaque petite décision, chaque parole a un impact sur le déroulement de l'histoire. Surtout sur ce que vous en retiendrez. Enfin, si vous y jouez sérieusement. Petite piqûre de rappel, jeu sorti il y a bien longtemps, en 2012, The Walking Dead Season 1, basé sur la série de comics du même nom. Le gameplay repose sur le point and click, qui incarnons Lee Everett, homme arrêté pour meurtre d'un sénateur avec qui sa femme le trompait. L'épidémie décimant les populations et le transformant en mort-vivant, se répandant, lui permet d'échapper à la prison. Vous allez jouer Lee, et essayer de vous protéger vous-même et Clem, une jeune fille restée chez elle sans ses parents partis en vacances avant l'épidémie. Vous déambulerez dans l'ouest des contrées américaines, rencontrerez des survivants avec lesquels vous pourrez sympathiser, évitant ou non les tensions, etc. Le plus important, par-dessus l'histoire, qui est finement écrite, c'est la manière dont elle est absorbée par le joueur. Ce jeu, et les suites, mettent un point d'honneur sur la participation active du joueur. Il ne joue pas Lee, il est Lee. Le comportement de Lee, ses actions, ses choix, tiennent de la responsabilité du joueur. Souvent, le jeu demandera vos choix, actions, paroles parmi 3 ou 4 autres. Ces derniers ont un impact assez important. Rapidement, si une mauvaise décision est prise, ou si un QTE est raté, la mort d'un personnage secondaire peut être la conséquence. Chaque échec, chaque réussite, chaque décision vous appartient. C'est à vous d'en assumer les responsabilités. Du coup là, il y a une image de Clem s'apprêtant à tirer sur Lee, mordu par un zombie. Petite mention spéciale au style graphique qui rend le jeu, 9 ans après, toujours aussi admirable. Bref, un jeu qui vaut le détour, et ses suites bien entendu. Une vraie histoire interactive comme nous pouvons les aimer. Conclusion. Pour conclure cet article, je voudrais rappeler les différents procédés répertoriés, l'ambiance que nous ressentons au travers de l'expérience de jeu, et son design sensoriel, l'identification de personnage, c'est la manière dont est compté le récit, la responsabilité de la prise de décision,
Ces différents procédés permettent en effet, à leur manière, et à des fins qui leur sont uniques, d'améliorer le contact entre joueurs et personnages incarnés, en créant une espèce de lien qui se base sur l'émotion qui nous est apportée. Et ce lien, par-dessus tout, permet d'immerger le joueur dans un univers à part, quelque chose dont nous avons tous bien besoin ces derniers temps. Et c'est vrai que c'est Mm. Ouais, intéressant très parce que sympa. du coup c'est vrai qu'on attaque les émotions dans le jeu vidéo, mais surtout par l'aspect narratif finalement, mais moins dans Minecraft du coup. C'est vraiment le gameplay qui prime. Et du coup c'est intéressant parce qu'on a justement tous les aspects. Et, pardon. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on passe du gameplay à la narration. Il y a une sorte de transition sur les trois jeux. Je trouve ça intéressant. C'est très très joli. Mais du coup, oui, je trouvais ça intéressant parce qu'avec Minecraft, on est vraiment. Bah, il n'y a pas de narration, finalement. Enfin, il y a les crédits de fin, mais sinon, il n'y a pas de narration. Non, mais il y a Mm. entre ça, la musique aussi, qui en fait, la musique qui renforce un sentiment presque de Là, c'est solitude à des moments donnés, tout en c'est ça. étant Là, c'est vraiment reposante. c'est vraiment l'ambiance et le gameplay qui crée l'expérience. Dans The Walking Dead, c'est entièrement vraiment la narration, avec quand même du gameplay finalement. Plus créatif que l'émotion. Honnêtement, quand j'étais gamin, non, Ça c'était des émotions fortes, Minecraft, dépend. hein. En fait, ça dépend parce qu'il y a le côté créatif, vraiment, c'est en mode action, mais je veux dire, si tu joues en mode survie, je veux dire, moi, ça m'arrive déjà, par exemple, juste, j'ai rien à faire, je discute avec quelqu'un, je lance Minecraft et je marche juste dans Minecraft, je ne fais rien d'autre à part me déplacer et Intéressant. ça m'occupe l'esprit et tout, ça me repose. Puis Minecraft, c'est aussi des expériences, hein. C'est le fait d'explorer, le fait de passer sa première nuit et d'échapper aux monstres. C'est des expériences aussi. Beaucoup d'expériences. Et c'est très Bah ouais, c'est contemplatif sympa. finalement. Mais du coup, Minecraft, c'est sympathique, c'est tout mignon comme jeu jusqu'au moment où tu te prends un creeper sur la tête. Alors que tu Vécu. te balades tranquillement. C'est également beaucoup d'émotions, Oui, mais pas les mêmes, hein. oui, c'est beaucoup d'émotions. C'est ça, C'est. c'est beaucoup de peur soudaine. Moi, je trouve que la plus grosse émotion, c'est quand t'es content, t'as quasiment fini le jeu, t'es dans la dernière dimension, à un moment donné, tu veux te déplacer, tu lances une Ender Pearl, t'atterris à côté, ça te cogne, tu tombes dans le vide, t'as perdu tout ton stuff. Ça, c'est l'émotion. Ah là là. Ah, ça, c'est horrible. Toujours avoir un stuff de Ah là, backup. Je vois que je suis salé à cause de ça. Mais, ça sent le vécu, malheureusement. et je voulais dire, finalement, c'est vrai que tu disais parfois tu lances Minecraft juste pour marcher, bah finalement tu joues à Minecraft comme tu jouerais à un Walking Simulator. À la base, c'est un terme qui est très péjoratif en fait, qui a été créé par les joueurs justement pour décrire des jeux dans lesquels finalement, bah la seule mécanique c'est bah, le fait de marcher. Des jeux qui sont finalement assez vides en termes de gameplay, qui sont pas très profonds, mais finalement, justement, ça aide à accentuer peut-être justement un aspect plus contemplatif et un aspect plus émotionnel finalement. Euh, et parfois, on peut même mettre des mécaniques supplémentaires. Par exemple, The Witness, qui est un jeu de puzzle, pourrait aussi, entre guillemets, rentrer dans Walking Simulator finalement. Dans émotion, je pense que c'est, enfin, pour Minecraft, quand il dit Minecraft, c'est plus créatif qu'émotion. Et bah, dans émotion, je pense que c'est plus nostalgique, vu que c'est un jeu qui ne meurt jamais et que tu retournes forcément un jour. En tout cas, pour ma part. Ah oui, le principe de toujours pouvoir revenir sur le jeu, pouvoir Mm. relancer un truc. En fait, c'est le genre de jeu, même si t'as tout fait dessus, tu peux toujours le relancer C'est ça. pour tout et pour rien. Ça, hein, et puis tu trouves un mode pack et tu te dis, tiens, j'essaierai bien ça. Il y a plein de possibilités et c'est ça qui est cool. Et du coup, ça m'a totalement donné envie d'essayer le deuxième jeu, du coup. Le deuxième jeu, j'y ai Le jamais What joué, If, mais c'est très très cool. Le Edit Alors, Finch, ça moi, me donne j'y ai totalement envie. pas joué, mais j'ai vu un let's play de ce jeu, là, What Remains of Edith Finch, et je me souviens, là, en écoutant relire, j'ai revu complètement tout le jeu en tête. Et c'est vrai que c'est vraiment un jeu dans lequel, bon, tu suis une narration, t'as pas réellement de grosses complexités et tout, et à chaque fois, tu vois des flashbacks avec une séquence dans lequel tu incarnes un autre personnage, un membre de la famille, mais tu sais qu'il va mourir. C'est horrible parce que du coup, tu le vois se balader, Ouais. etc. Tu sais qu'il va mourir, et pourtant, tu sais que tu ne peux rien faire. Et je me souviens particulièrement justement de celui-là, donc de Lewis, parce que moi, en fait, j'avais d'autres peurs, on va dire, c'est-à-dire qu'on le voit à chaque fois qu'il coupe la tête des poissons, etc., qui a vraiment plus rien, qui est, bah, comme il dit, apathique et tout. Et je me souviens que moi j'avais peur en fait qu'on voie limite à un moment donné qu'il aille mettre sa main en dessous, et voilà. Hmm. Alors moi c'est mes conneries, etc. Et puis finalement, J'ai peur oui, qu'il se on coupe un voit doigt. tout à la fin. Oui, non mais complètement c'est ça, enfin limite qu'il se coupe la main. Et en fait à la fin,
ce qui est vu, en fait, c'est qu'à un moment donné, l'imagination est complètement prise par rapport à la réalité, mais tout du fois, pour continuer à avancer, parce que des fois, tu as une porte qui est fermée et autres, tu dois couper un poisson pour que la porte s'ouvre et tout. Mhm. Et c'est que vers la fin où là, tu vois plus du tout rien tu vois plus du tout la réalité, tu vois que l'imagination qu'il est. Il arrive sur le trône pour être couronné roi, et là, il se penche la tête pour recevoir la couronne. Donc, ça, se fait introniser, Hugo, au passage. Ah, Et c'est au moment où il se penche la tête pour recevoir la couronne que là, nous sommes ramenés à la dure réalité avec le bruit de l'écumeuse qui assène son coup final. hmm. C'est Voilà. effectivement, ça a l'air très badant. Oui, je crois que je me souviens plus de la fin du jeu, mais je me sais qu'à la fin du jeu, t'es en mode ah merde. Ça a l'air très badant. Et bah du coup, tant qu'on est sur les jeux très badants qui ont eu un impact émotionnel, j'en ai pas beaucoup pour moi qui rentrent dans cette catégorie, mais je dirais le seul finalement. Quoique, les deux sont du même développeur, mais il y en a un plus que l'autre, c'est celui qui a été le moins impactant pour moi, c'était... enfin, Je pense parmi les savoir deux. lequel tu vas me parler. C'était The Stanley Parable. Ouais. Et le plus impactant, c'était The Beginner's Guide. Si vous avez pas joué à The Beginner's Guide, jouez à The Beginner's Guide. Bon, faut voir que je suis Et quelqu'un ensuite, d'assez peu préparez-vous. sensible, j'étais à ça de chialer à la fin. Mais Ah, Ah ok. oui, quand même. Je suis dans la merde. Ah oui, oui, non mais clairement, Ah, la même. si vous le faites, vous allez douiller, mais ça vaut le coup. Non. J'ai badé pendant un bon moment, on va dire. En Ah, termes sympa. Faut avoir une de semaine, jeu, faut avoir une semaine de libre, on va dire. en termes de jeu qui moi aussi m'a mis très mal, on va dire, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui l'ont fait. Ça peut vraiment, certains seront Je pas sais de choqués quoi tu vas d'entendre. parler Life is aussi. Strange. Voilà. Life is Strange, c'est vraiment, Oui. je pense que tu le connais toi, Eva, le jeu. Ah oui, Je- je les ai tous regardés et j'ai pleuré à chaque fois. Ah, j'ai pu y jouer moi de mon côté, etc. Parce que le regarder c'est déjà quelque hmm, chose, parce que bon, on voit à travers le coup et tout, hmm. mais quand on y joue, on vit vraiment encore plus le personnage, etc. Et c'est là que quand on arrive au dernier choix fatidique, que je ne veux pas spoil parce que je suis quand même un peu gentil et tout, le choix fatidique où tu sais que va y avoir quelque chose, t'arrives à la fin du jeu et je veux dire, tu peux rien faire, t'as que tes larmes pour pleurer pour la fin. Et ensuite, tu fais une dépression pendant une semaine minimum. Et moi, quelle a été l'excellente idée? C'est de jouer à Life is Strange pendant le confinement, à savoir qu'à côté, je pouvais juste déprimer tout seul dans mon coin. Quelle idée de génie, dis donc. C'était à J'avais peu près Fred la à même côté de chose de moi. mon côté avec The Beginner's Guide, je dois bien l'admettre. Mais The Beginner's Guide, déjà, il jouait soi-même. Parce que c'est... En fait, il y a une relation intime qui se crée entre le joueur et le narrateur, c'est bête à dire. Mm. Et c'est notamment ça qui crée l'impact. Et aussi, il jouait idéalement dans un espace assez isolé où on n'est pas non plus gêné par ce qu'il y a autour, parce que l'immersion c'est important. Et c'est un jeu qui est très court, hein. C'est un jeu qui est très court, il se fait même, je dirais peut-être même d'une traite, ou en deux fois, en deux, trois fois. Mais le jeu est le jeu est très sympa. T'as des jeux qui t'ont fait ressentir ça, tout de ton côté? Bah alors là, dit comme ça, j'en pense pas spécialement. Enfin, je veux dire, les Life is Strange, ils m'ont bien fait pleurer, oui, mais là, sinon, non, pas spécialement. Pourtant, je suis quelqu'un de très émotif, mais là, je j'en vois pas en particulier. Je vois Ah, Beyond Two bon. Souls qui est cité dans le chat. Ouais. Ah, Beyond Two Souls, c'est pas Beyond mal. Two Souls. C'est pas mal. Il est sympa, j'avoue qu'il est sympa et tout. Alors, je me souviens du studio, je crois que c'est Quantic Dreams, le nom du studio. Hmm. Je suis plus attiré par les deux autres jeux qu'ils ont fait, à Heavy savoir Rain, Heavy non? Rain Ouais. et Detroit Become Human. Tu m'en as parlé de Oui, ça. aussi. This game, Tu m'as saoulé avec ça. le jeu. Mais en fait, là, on arrive sur un autre style avec les autres, parce que Beyond Two Souls, c'est un jeu dans lequel, bon, tu peux faire des choix, mais la fin reste écrite parce que une personne à différents stades de sa vie, Hmm. mais c'est pas dans l'ordre chronologique. C'est à un moment donné, tu vas avoir une session quand elle est enfant, tu la vois adulte, tu la revois ensuite ado, donc bon, c'est ça. Mais les autres jeux, Heavy Rain, Detroit Become Human, sont des jeux, on va dire, bien plus narratifs, dans lesquels les personnages peuvent mourir et dans lesquels il y a vraiment des conséquences bien plus violentes au choix que tu fais. Et dans ce cas, on arrive sur un autre style de jeu dans lequel il y a de l'émotion sur l'histoire, etc., qui est aussi pris dans The Walking Dead, à savoir les jeux narratifs, les jeux à choix.
des jeux qui sont pas forcément appréciés de tous parce que le gameplay n'est pas très folichon. Je suis là. Salut. Voilà. J'aime bien Super Meat Boy. Euh, Mais moi, je fais partie des gens dans lesquels l'histoire est vraiment quelque chose. Si j'arrive à être immergé par l'histoire, le gameplay, j'en ai strictement rien à cirer. Hmm. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire, l'ambiance dans laquelle je suis emmené. Personnellement, c'est même... Perso, ce que j'adore, c'est quand le gameplay sert la narration. Oh, oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Quand le gameplay sert la narration et qu'à la fin, la thèse finale, la leçon de morale, bah c'est le gameplay. Ça c'est beau. Notamment pour une différence de taille, qui est dans le premier Life is Strange, tu suis le personnage principal pendant une semaine, dans le 2 pendant plusieurs mois, et dans Beyond Two Souls, tu suis carrément la vie du personnage. Et même Détroit, vu que tu en parlais, c'est pareil, parce que si tu suis pas la vie de tous les persos comme dans Beyond, tu suis 3 personnages différents qui vivent de façon très différente et qui sont tous attachants. C'est vrai. Et quand tu perds un personnage, t'es vraiment dégoûté. Le jeu vidéo, c'est un art, voilà. Eh bien, j'adore cette conclusion de cette conclusion d'article. Voilà. Parfait.